Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ce podcast vous donne le sourire, un tout petit peu au moins. Euh, on est tous à peu près à penser à retourner ou à aller à la campagne, à avoir une maison qui soit plus responsable. On se pose ce genre de questions en ce moment. On parle beaucoup d'écologie. Et du coup, j'ai décidé de recevoir Benjamin Adler, qui est un journaliste, mais qui a créé une maison bioclimatique, donc une maison autonome qui est connectée à aucun réseau, ni l'électricité, ni l'eau, et qui fonctionne vraiment en autonomie. On appelle ça aussi un Earthship. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc c'est pour ça que je voulais vous proposer cette conversation qui me semble intéressante. Donc encore une fois, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Et voilà, j'arrête de parler. Je vous laisse avec le podcast. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à tous, donc je suis avec Benjamin Adler, que j'ai connu via Influencia, où tu étais journaliste, et aujourd'hui tu es le cofondateur de Dixit. Oui. Mais on va pas du tout parler de ça. Ok. C'est bien de le dire quand même. C'est ça, c'est quand même pas mal de le dire. On va surtout parler du fait que tu as créé, avec beaucoup de gens, Oui. une maison autonome. Mhm. On parle beaucoup en ce moment d'écologie, évidemment, mais aussi d'architecture et de voir comment les maisons peuvent permettre de limiter l'impact écologique. Mhm. D'abord, tu pourrais nous expliquer, peut-être, parce que je pense que c'est un peu... tout le monde y pense pas forcément à faire une maison autonome, mais en tout cas, tout le monde pense à aller dans cette direction de comment je peux, moi, avoir un impact écologique plus faible. C'est quoi une maison autonome? Alors déjà, il y a plein de noms. Il y a maison bioclimatique, un Oui, Earthship, maison géothermique, il y a c'est le ça. vaisseau planète, C'est ça. voilà, il y a la maison déchet aussi. Il y a très longtemps, on appelait ça la maison déchet. La maison autonome, en fait, l'idée, c'est qu'on vive dans une maison qui nous permette de n'être relié à aucun réseau. D'accord. Donc une indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs et d'eau et d'électricité. La genèse de Earthship, c'est de construire une maison un peu survivaliste. Dans l'esprit, c'est plutôt une philosophie survivaliste à la jeunesse. C'est-à-dire qu'au début des années 70, quand le fondateur, l'architecte Michael Reynolds, crée le concept, qui est une fondation, donc les maisons sont à base de pneus, mais ça on en parlera après. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une maison qui n'est reliée à aucun réseau, qui tend vers une autonomie alimentaire, puisqu'à l'intérieur de la maison, on a une serre. Donc c'est une maison de plein pied, 35 mètres comme ça de long. Donc l'idée c'est qu'aussi qu'on produise notre nourriture, qu'aucune goutte d'eau ne soit gâchée, puisqu'en fait on récupère tout l'eau de pluie et que c'est les eaux grises qui alimentent la mare qui est à l'intérieur de la serre. En fait les plantes de la serre filtrent nos eaux grises, les nettoient, nous les réapprovisionnent pour s'en servir comme eau noire et après ça part dans une phytoépuration. Donc en gros, pour la faire courte, tu fais fonctionner ton lave-vaisselle ou ton lave-linge, l'eau, au lieu de partir dans les égouts, elle part dans une mare qui va nourrir, et de cette eau-là, les plantes vont s'en servir. Tu sais que la propriété des plantes, c'est de filtrer, elles ont cette fonction-là. Donc là, elles filtrent, elles nettoient l'eau, l'eau nettoyée repart au bout de la pompe, et quand on tire la chasse d'eau des toilettes, l'eau qui a été nettoyée par les plantes, et c'est cette eau-là après qui part en phyto. D'accord. Voilà, donc c'est un cercle hyper vertueux. On part au départ, c'est de l'eau de pluie qui est stockée dans des citernes enterrées. Voilà, à la base c'est assez simple, mais comme tu l'as dit, c'est aujourd'hui pas un modèle qui est faisable aujourd'hui en vie dans les environnements, en tout cas très urbains. Ça demande beaucoup d'espace. Nous on a dû terrasser 500 mètres carrés. Donc à moins d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir un immense espace en ville, ça me paraît un peu plus compliqué. Mais peut-être que tu voudras en parler plus tard. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, la maison autonome, c'est aujourd'hui, nous ne sommes reliés à aucun réseau. Et l'idée, c'est de tendre au maximum vers l'autonomie alimentaire, en tout cas en fruits et légumes. Moi, je suis pas végétarien, donc j'y arriverai pas. T'as pas Internet? Si, j'ai Internet. Ah. Eh oui, mais tu sais qu'aujourd'hui on peut avoir Internet sans. Bah, évidemment, on n'aurait pas la télé, donc on n'a pas de câble. Donc du coup, nous n'avons pas de fibre qui passe en dessous de la maison, mais on a les petites, tu sais, ces petits boîtiers 4G, qui transforment la 4G en Wi-Fi. Et comme moi, je travaille de la maison, j'ai besoin d'être connecté, ma femme aussi, et ça marche très bien. Très bien, d'accord. Alors du coup, j'ai plusieurs questions. Peut-être Vas-y. que la première, c'est... ça va être très concret en fait, hein, mais comment tu passes à l'acte? Enfin, comment tu te dis,
Ouais, parce que t'étais à Paris de mémoire avant. Los Angeles. Los Angeles. Ça fait très longtemps que j'ai quitté Paris. Comment tu dis d'un coup, je vais faire ce projet, et je En vais fait, partir vivre à la campagne. C'est en Dordogne, hein. C'est en Dordogne, ouais, c'est un petit village en Dordogne entre Périgueux et Brantôme. Donc nous, on était à Los Angeles, moi j'étais correspondant pour Influencia. Et en fait, une amie de ma femme qu'elle avait rencontrée en Australie venait juste de commencer à travailler pour Earthship. Elle est venue un soir à la maison, elle nous dit, il faut absolument que vous veniez au Nouveau-Mexique. Venez voir, c'est incroyable, je travaille pour ce mec qui construit des maisons en pneus, 40% de matériaux recyclés, complètement autonomes. On se dit ok, j'en parle à Gaël Closard, qui était rédacteur en chef associé d'Influencia, qui est mon meilleur ami et mon associé chez Dixit. Il me dit ok, go, on y va, on part en reportage. Et du coup là, on a eu la chance de vivre une semaine à Taos et on a vécu dans un Earthship. Donc on a vu ce que c'était. Une fois qu'on a compris le système, on est déjà tombé complètement amoureux et sous le charme. Et de toute façon, on avait déjà entamé très largement une transition écologique dans nos manières de consommer, que ce soit consommer l'eau, consommer l'électricité. Ça faisait déjà très longtemps qu'on foutait plus un pied dans un supermarché, qu'on faisait les choses nous-mêmes, voilà. Donc déjà, on avait déjà entamé une transition philosophique, en tout cas dans notre usage et comportement de consommation de tous les jours. Après, on a su qu'on voulait rentrer en France pour faire construire ça. On voulait pas le faire construire aux États-Unis. Donc ça a aussi avancé notre retour aux États-Unis. Et de là, comme je te le dis, c'est impossible de le faire en milieu très urbain de par les prix des terrains, qu'on n'avait pas assez d'argent pour. Donc voilà. Donc après, tu t'installes dans un endroit où tu peux avoir beaucoup de terrain pour pas très cher. Et la Dordogne était une terre ultra propice par rapport à ce qu'on avait vu au milieu associatif. Il y avait déjà un Earthship qui était aussi en construction par Habitataire qui n'est pas encore terminé. Donc voilà, donc en fait, et on avait le désir profond, de toute façon moi j'avais le désir profond en tout cas, de ne pas venir en ville, de ne plus être en milieu urbain et d'être en milieu rural. Voilà. Donc en fait, le pas, il a été assez facile parce qu'on avait cette transition philosophique qui a été entamée, l'envie de rentrer en France et l'envie d'être en milieu rural. Après, tu as toujours une part d'inconnu. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi, de venir je suis pas trop enclavé pour ne jamais venir sur Paris. La preuve, je suis là. Et donc, voilà. Donc, ça s'est fait de manière assez plutôt facile parce qu'il y avait une vraie volonté. Et la volonté de départ, c'est qu'on ne voulait plus être le cul entre deux chaises de manière permanente, surtout aux États-Unis où tu as une société de consommation. Après, je pense pas qu'on soit bien meilleur, mais qui est assez agressive. Même si nous on était dans un endroit qui l'était moins, et du coup on était avec le Earthship, en fait on s'est dit au moins on est dans un habitat, c'est quand même l'endroit où surtout quand on travaille de la maison, on passe énormément de temps, qui va me ressembler, qui est conforme à mes valeurs et qui va surtout nous obliger à vivre avec ce que nous donne la nature. Alors ça peut paraître un peu hippie bateau, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que la vérité c'est que nous on doit s'adapter à la pluie, on doit s'adapter au soleil, et on ne force pas les conditions naturelles pour un confort matériel. Voilà. Donc tu n'envoies pas des fusées dans les nuages pour faire de la pluie? Non, je n'envoie pas de fusées dans les nuages pour faire de la pluie. Non, mais du coup, on adapte aussi nos moyens, nos usages et comportements en fonction de ce que nous donne la nature. Et c'est magnifique, en fait, parce que du coup, tu retrouves une certaine candeur vis-à-vis des choses qu'on prend pour un dû. Et je trouve que là, on revient à la base même de vraiment de la philosophie écologique. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est que quand des personnes te racontent ça, tu as l'impression que c'est un peu loin de la réalité de tous les jours. C'est-à-dire que quand t'entends, tu fais oui, ça serait génial de vivre au même rythme que la nature, machin. Donc effectivement, ça fait hyper hippie. Et tu dis oui, ok, je peux le faire pendant 2 semaines, un mois, mais bon, toute ma vie, c'est plus complexe. Et en fait, ce que toi tu prouves, enfin, ce que votre expérience prouve, c'est que finalement, tu peux le faire. Enfin, je veux dire, concrètement, c'est pas... Alors déjà, sur les réalités, moi, chacun se construit la sienne. Ouais, déjà. bien sûr. Voilà. Donc nous, on s'est construit la réalité qu'on voulait être la nôtre. Et une nouvelle fois, la seule problématique, c'est est-ce que tu as besoin d'être dans un environnement professionnel, en tout cas physique, qui ne te permet pas d'avoir une mobilité quotidienne entre ta maison. Ce qui est le cas de beaucoup de gens. Voilà, c'est pour ça que le vrai prochain défi de Earthship et de Michael Reynolds, ça serait de prouver qu'on peut faire un Earthship. Il a un projet dans le pipe depuis des années qui est de construire un Earthship à New York, une espèce de truc entre deux tours, qui est un projet un peu mégalo, assez incroyable. Je sais pas si un jour ça verra le jour. Mais voilà. Mais comme nous, on a cette chance-là, et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une phase de réflexion de transition et qui y pensent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire. C'est aussi pour ça que Pauline et moi, on a vraiment insisté pour faire un chantier école et une académie. Donc du coup, j'explique, quand on construit un Earthship, tu as 2 manières. Nous, on a fait appel à Earthship Biotecture, qui est donc la société commerciale qui a été créée par Michael Reynolds, et qui avait construit une maison en France il y a 10 ans jusque-là. Et on les a fait venir, on a fait un chantier école. Donc on avait 100 personnes de 15 à 20 nationalités différentes qui étaient venues là pour apprendre
à construire un Earthship, à prendre des techniques. On a fait ça parce qu'on voulait vraiment donner l'opportunité à un embryon de communauté naissant dans l'éco-construction, et il y a une vraie grosse communauté Earthship, c'est 250 000 personnes dans le monde qui suivent un peu tout ce qui se passe dans les Earthship. On voulait leur offrir cette opportunité, et on voulait aussi, à travers cette opportunité, médiatiser au maximum. Alors peut-être parce que je suis journaliste et que c'est une des formations professionnelles que je suis dans la com, donc c'est une des formations professionnelles, mais on voulait médiatiser pour justement envoyer un message de dire c'est possible, parce qu'en fait, en plus en France, on a souvent tendance à mettre des étiquettes. Je sais que c'est un peu bateau de le dire, mais c'est une vraie réalité, surtout quand tu viens des États-Unis et tu le sais. On a vraiment vite, et en fait, il y a souvent se dire truc, quand on regarde un reportage, on voit quelque chose, on entend un mec à la ronde, il dit c'est super, mais c'est pas pour moi. Tu vois, en fait, on n'arrive pas à s'approprier. On le vit un peu par procuration, on va faire 2-3 gestes pour essayer de se dire, bah voilà, je fais au mieux. Je trie mes déchets. Voilà, je trie mes déchets, je fais au mieux, mais ce n'est pas pour moi. Et c'est toujours un peu ce oui mais, en fait. Moi, vraiment, le combat qu'on a, c'est vraiment d'essayer de lutter au maximum contre les mais, et de sortir un petit peu les gens de certains clichés, de certaines fausses perceptions. Et en fait, si Pauline et moi, on y arrive, parce qu'on est assez mainstream, on n'est pas, je sais pas, dreadlocks, on n'est pas des punks à chiens, on n'est pas ultra alternatifs, on n'est pas des zadistes, voilà, tu vois. Tu nous rencontres dans un dîner, jamais tu te dis. Et pourtant, ce qui a même choqué un peu les gens qui sont venus, parce que les vrais puristes de Earthship, quand ils nous ont vus, ils s'attendaient pas du tout à avoir des gens comme nous construire un Earthship. Ils se sont dit, il y a une erreur de casting, c'est pas possible. Voilà, et donc du coup, c'est ça, c'est en fait là, comme on dit dans la com, on a vraiment disrupté. Voilà, tu vois, et c'est cette disruption-là qui pour nous doit servir d'inspiration, et se dire à des gens, mais en fait, si eux, ils y arrivent, en fait, on peut le faire, c'est pas pour nous. Voilà, c'était ça le message. Et alors du coup, de manière très concrète, tu parlais tout à l'heure de pneus, tu peux expliquer un petit peu comment c'est construit, parce que de ce que j'ai compris, c'est beaucoup de matériaux de récupération, donc des bouteilles, des pneus. Exactement. Donc en fait, l'idée, c'est que les fondations sont en pneus. Ouais. Donc c'est des pneus qu'on a récupérés chez les garagistes, Point S, machin, voilà. Donc du coup, effectivement, ça c'est parce que c'est Earthship, hein, mais c'était une certaine taille de pneus ce qui t'oblige à trier les pneus. Ce qui veut dire qu'en gros, au lieu d'aller au CrossFit du coin, tu vas trier dans les bennes à pneus. C'est bien, tu fais ton gym. Et donc du coup, les fondations, donc c'est 800 pneus. Qui sont tassés de terre pour qu'ils ne respirent absolument plus, et qui sont mis en quinconce en forme de C. Voilà, vous imaginez un grand C de pneus mis en quinconce. Ces pneus, après, on les enduit de ciment et après de chaux. Dessus, on met 31 poutres. Et après, il y a beaucoup de bois. Et en fait, c'est donc les fondations sont en pneus. Mais pardon, parce que les pneus, c'est des pneus qui sont usés, c'est ça, hein? Oui, c'est des pneus usés. Parce que du coup, ils ont moins d'impact, de ce que je comprends. Bah déjà, l'idée à la base, c'est plutôt que de les envoyer en recyclage. Parce qu'une nouvelle fois, on a toujours dit, alors, il y a deux questions. C'est, déjà, maintenant, c'est recyclé. Donc, pourquoi te faire chier à les récupérer pour faire une maison? Je veux bien, mais a priori, la usine de recyclage, elle fonctionne avec l'électricité. Et l'électricité en France, c'est encore à 75% au nucléaire. Donc, c'est toujours même mieux de l'utiliser que les envoyer à l'usine de recyclage. Et secondo, non, ce n'est pas chimique. Il y a aussi le truc, le pneu, c'est pas écolo, c'est du caoutchouc. Sauf que le pneu, il est complètement tassé, donc il ne respire plus. Il est jamais à l'air libre. Le pneu qui est chimique, c'est les pneus qu'entassent les agriculteurs en plein soleil pendant juillet-août. Et c'est pas du tout pour les mettre en porte-à-faux, pas du tout, je les apprécie beaucoup, mais en fait, c'est ça, en fait, le pneu qui va dégager une substance toxique. C'est pas le pneu qui sert de cloison, mais qui sert de fondation pour la maison. Voilà. Donc, on a 800 pneus, et après, c'est 2 plein pieds, et c'est une succession comme ça de petites baies vitrées, tout en surface bois. On a 31 poutres au plancher, au plafond, et on a fait un sol en béton ciré. Voilà. D'accord. Et les fenêtres sont faites avec des bouteilles, c'est ça ou... Oui, pardon. Donc les murs de cloison, en fait, beaucoup de choses sont faites à base de bouteilles. Nos murs à l'intérieur de la serre sont faits en cul de bouteille. Et pourquoi ça? C'est pour permettre à la lumière de rentrer, j'imagine déjà. Mais... Lumière, chaleur, esthétique, et une nouvelle fois, parce qu'en 1975, quand Michael Rolls a créé ça, le verre n'était pas bien recyclé. Donc l'idée, c'est pour ça que les premiers reportages, il y a très longtemps, notamment un reportage assez scandaleux sur M6, il y a très longtemps, qui était la maison poubelle. Le reportage était bien, mais le titre de la maison poubelle, ça veut vraiment dire... Mais in fine, dans l'esprit au départ, c'était vraiment d'aller chercher ce qui normalement devait partir à la poubelle ou être brûlé. On s'en sert pour construire une maison. Voilà, les temps ont évolué, mais donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est plus que ce soit une maison autonome, avec la serre, et surtout qui te permettent... Nous, on n'a aucun chauffage, par exemple, tu vois. On est tout en géothermie, c'est la biomasse, donc on n'a aucun chauffage. Tu peux expliquer ça? Ouais, je vais essayer de vulgariser. En plus, c'est plutôt ma femme qui est balèze là-dedans, c'est pas moi le spécialiste technique. En gros, l'idée, c'est que les pneus... s'accapare la chaleur et la rétrocède quand on en a besoin.
Donc en fait, si tu veux, l'idée c'est que dans le Earthship, la promesse qui est respectée, c'est qu'il t'a jamais trop... Il fait toujours une température constante entre 18 et 23 degrés. D'accord. Voilà. Hiver. Donc il fait plutôt frais dans les pièces en été, sauf que tu dois respecter un certain processus de bien fermer la porte, ouvrir le Velux, parce qu'on a un puits canadien pour faire rentrer l'air froid à travers un puits céramique, et du coup on fait rentrer l'air chaud de la serre à travers un Velux, donc l'air chaud rentre par le haut, l'air froid rentre par le bas, et c'est la rencontre de ces deux airs qui fait qu'en gros tu as une température un petit peu constante, voilà. Et la biomasse, c'est juste que du coup toute la chaleur que le mur aura emmagasinée pendant l'été, il la rétrocède l'hiver, voilà, tout simplement. Et en plus on a une serre qui elle n'est pas qui est indépendante de la température extérieure. Il suffit que nous on ait du soleil, et c'est pour ça que c'est quand même c'est plus une maison de sud. C'est plus une maison. Le Earthship, ce qui est important, c'est qu'il faut faire ça dans un endroit qui est assez ensoleillé. C'est pas une question de température. Il fait -2 avec du soleil, il va faire 25 degrés dans notre serre. S'il fait 25 degrés dans la serre, parce que c'est bien isolé et que le froid ne rentre pas, s'il y a de température dans la serre, automatiquement, il fera toujours plus chaud dans les pièces parce qu'on fera. Voilà. Et du coup, c'était une de mes questions aussi, c'est que vous n'avez pas froid, vous n'avez pas chaud. Non, elle est vraiment. Non, je sais, mais c'est une question. Tu sais, nous, on reçoit 6-7 messages par jour sur notre page Facebook de gens qui nous demandent on y pense, on y réfléchit, on trouve ça chouette, on sait pas, est-ce que c'est opérationnel, est-ce que vous avez froid, est-ce que voilà. On a eu froid parce qu'à un moment on est parti 2 semaines et que cette maison doit être faite pour vivre. Une nouvelle fois, il faut comprendre que c'est une maison vraiment qui se vit. C'est pas une maison que tu peux laisser comme ça 2 mois. C'est une maison qui a besoin de vie. Parce qu'une nouvelle fois, il y a une mare en dessous de la serre et ça a besoin d'être alimenté, tout ça. Et voilà. Et donc, comme disait l'autonomie, là où c'est génial, c'est que moi, des fois, on fait des réflexions. On s'est retrouvé à devoir prendre des douches plus longues à un moment pour remettre de l'eau dans la mare de la serre. Donc, en fait, si tu veux, aujourd'hui, alors que normalement, on te dit qu'il faut... Et à juste titre, on doit limiter l'eau. Nous, on s'est retrouvé à devoir se dire, en fait, on doit prendre des douches plus longues parce qu'on les prend pas assez longues. Et du coup, on ne met pas assez d'eau dans la serre. Et ça a fait que, du coup, ça a baissé le niveau. Et à un moment, la pompe a pété à cause de ça. Voilà. Donc c'est super intéressant. En fait, les logiques s'inversent. Donc d'un côté, tu as une discipline de vivre avec ce que la nature te donne, mais après, tu n'as plus aucune restriction dans ton usage énergétique. Évidemment, tu dois te checker en fonction des batteries. Voilà. Et nous, on fait le choix aussi de toujours consommer des forts débits quand il y a une forte entrée pour justement ne pas tirer sur les batteries. Parce que moins tu tires sur les batteries, plus tu consommes en temps réel ce que le soleil te donne. Tu ne tires pas sur la batterie, et quand tu tires pas sur la batterie, elle ne s'abîme pas. Et donc, au lieu de durer 10 ans, elle va durer 15 ans ou 20 ans. Voilà. D'accord. Et combien ça coûte de faire Alors ça, c'est toujours la question. Non, parce que déjà, nous, on a eu le prix que nous, on a eu, on est passé par Earthship Biotecture. Aujourd'hui, tu peux très bien acheter les plans, les acheter auprès de Michael Reynolds Earthship. Tu peux très bien les trouver en open source sur Internet. Te dire, je me donne 2-3 ans, je la construis moi-même. Tu vas sérieusement galérer, tu as intérêt à être très 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 bien entouré, mais tu peux le faire, voilà. Et automatiquement là, je pense que en fonction après tu as le prix du terrain, tout ça, c'est des fourchettes assez larges. Si vraiment tu le fais en mode do it yourself et je me donne 3-4 ans et j'ai acheté un petit terrain pas trop cher, tu peux t'en sortir avec le prix du terrain entre 150 000 et 170 000, voilà. D'accord. Peut-être même un peu moins si tu mets un peu plus de temps ou que tu es très très bon avec tes mains ou que tu as des bons amis qui savent pas quoi faire le week-end. Et voilà, nous, ça nous a coûté avec le terrain, on a 6000 m² de terrain avec tous les matériaux, la main d'œuvre. Là, je te parle vraiment de la maison modèle, hein, avec le canapé, la vaisselle, machin, ça nous a coûté 270. D'accord. Voilà. Mais c'est quand même accessible, ça dépend. Et c'est un an de travaux parce que le chantier école a duré 1 mois. Mais après, ma femme, elle a bossé avec un chef de chantier qui bosse pour Earthship, qui s'appelle Grégoire, qui est professeur chez Earthship, qui est un très bon ami, qui est un Français. Et lui est resté à temps plein sur la maison. Mais après, c'est 6 mois de boulot. Ouais. Et on a encore des trucs à faire. C'est de la finition par rapport à tout ce qu'on a fait, parce qu'on est parti de zéro. Mais du coup, on a encore des trucs à faire. Donc, grosso modo, oui, si tu veux, au prix du mètre carré, c'est le prix d'une maison lambda. D'accord. Voilà. Et juste sur la serre, donc sur la partie alimentation, comment ça fonctionne cette serre en fait, t'as un cahier des charges. En fait, c'est une serre vraiment intérieure qui est... c'est hyper dur de visualiser. En plus, je serais peut-être pas le meilleur pour l'expliquer. Je vais essayer. Donc, j'invite à aller voir. Vous allez sur Google, vous tapez Earthship, ou alors vous allez sur notre page Facebook, c'est avec Earthship Bira Dordogne. Il y a plein de photos. On a eu plein de reportages, tout ça. C'est un espace de 2 mètres avec de la terre qui est collé à une baie vitrée, qui est inclinée, dont l'inclinaison est personnalisée en fonction
de l'ensoleillement et de l'emplacement où on a mis la maison. Et tu as 25 mètres d'une serre de 2 mètres de large. D'accord. Donc c'est 25 mètres de long sur 2 mètres de large. Et là, on a un bananier, des tomates, un citronnier, oranger, lavande. Et vous consommez que ce que vous produisez? Non. On consomme beaucoup de ce qu'on consomme, mais ça n'est qu'une serre. Et en plus, on a un cahier des charges, donc on ne peut pas mettre que du produit consommable. Donc on doit aussi mettre des plantes. D'accord. Mais l'idée, c'est que derrière, effectivement, comme on a un grand terrain en bas, qu'on fasse un... Ma femme s'est lancée dans un potager permaculture qui normalement devrait... Donc aujourd'hui, on est autonome. Voilà, on fait un peu de pommes de terre. On est autonome en courge, en tomates, en courgettes. On a un peu de melon. Et après, on a du basilic, du coriandre. Voilà. D'accord. Et après, on a plein de... Les citrons, il faut le temps que ça pousse. Ouais, bien sûr. On a des fraises. D'accord. Voilà. Et toute l'année, du coup, en fonction de l'année, vous Non, mangez... non, les tomates, on peut les avoir toute l'année. D'accord. Bah oui, puisque du coup, on est sous serre. Oui, effectivement. Et ouais. Ah, c'est le même principe que l'agriculture sous serre, en fait. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que est-ce que toi, tu penses que c'est le futur des maisons? Est-ce que tu penses qu'on va devoir tous aller dans pas tous, parce qu'effectivement, en milieu urbain, c'est pas possible, mais et puis en fonction de ton style de vie, parce qu'il faut pouvoir vivre aussi à distance de son travail, etc. Mais... Alors, ce qui est le futur, c'est de toute façon, en termes de maison, quand tu n'es pas... c'est une maison au minimum passive et en tout cas qui te demande en tout cas de repenser ton mode de consommation, qui est une empreinte carbone, une empreinte écologique bien moindre. Mais ce qui est génial avec le Earthship, c'est qu'au-delà de son empreinte carbone, c'est qu'une fois que la maison elle est construite, donc déjà sa construction même fait que de par sa construction, elle a une empreinte carbone, mais elle t'oblige en fait, elle t'oblige au jour le jour à garder un état d'esprit. C'est pas j'ai fait mon taf, j'ai construit ma maison en one shot et puis après on ouvre les vannes. Voilà, en fait, ça t'oblige à une certaine discipline au quotidien qui devient ta routine, donc qui n'est plus ni un sacrifice ni une discipline, puisque par essence même, ça devient ta routine et ton quotidien. Donc clairement, de toute façon, ce qui est l'avenir, c'est d'arrêter de faire ce qu'on fait depuis 35 ans dans la construction, ça clairement. Est-ce que c'est la solution miracle? C'est une des solutions miracles, mais il y en a plein. Si demain tu fais une maison en paille, en enduit, terre-paille, tout ce qu'il faut, c'est qu'elle consomme au minimum d'énergie, que tu prennes au minimum sur ce que le réseau te donne. Au mieux, c'est de ne pas être sur le réseau. Ça, c'est le top. Et en tout cas, oui, c'est une des options pour les maisons du futur. Et là où c'est important de comprendre que moi, je suis persuadé, c'est une conviction qu'on ne gagnera pas que l'humanité, c'est un peu pompeux avec un grand H, on ne gagnera pas le défi écologique si 80% de la population vit en ville. Voilà. Donc, la redynamisation des territoires ruraux, maintenant que j'y habite, je comprends à quel point c'est primordial et c'est un défi énorme. Et si on ne gagne pas ce défi-là et qu'on continue de faire en gros des villes de campagne, des cités dortoirs pour même des gens qui ont fait une transition, qui ont quitté Bordeaux-Lyon, qui vont habiter chez eux, qui vont habiter en campagne, mais en fait ils vont y habiter. Donc soit ils travaillent de chez eux, soit ils font comme moi, ils viennent une fois par mois sur Paris, ils font leur bise et ils rentrent. Voilà. Donc du coup en fait tu profites de ce que te donne la campagne, mais tu lui donnes quoi en redynamisation économique? Donc il faut arrêter toujours de priver les territoires ruraux d'un dynamisme qui pour l'instant aujourd'hui est l'apanage des villes, et ça c'est plus possible. On doit avoir besoin de tiers-lieux, d'espaces de coworking, de festivals, de choses qui font que on a envie de vivre de kiffer vraiment de profiter de la campagne, pas uniquement pour venir prendre l'air frais et arrêter d'avoir le bruit, être peinard et pas t'entasser dans le métro. Voilà, non mais c'est super important. Non mais voilà. C'est clair. Donc oui, si ça oblige à quitter un milieu urbain et à repenser ton mode de vie et à franchir le pas, en ça c'est une maison du futur, parce qu'on gagnera ce défi aussi en faisant ça. Voilà. Après mais c'est pas la seule option. Il y a plein de choses qui sont super. Si demain tu fais une maison en bois passive qui t'oblige déjà voilà, tu peux faire des maisons, parce que écologiquement dans sa construction, un puriste de la maison écologique aura des choses à redire sur le Earthship. Par contre dans la vie au quotidien, il y a rien à redire. D'accord. Voilà. Et vous organisez, enfin j'ai une question bête, mais vous organisez des visites? Plein. Alors du coup, on a organisé donc pendant le chantier école, on a organisé des dimanches un peu maison ouverte, mais pendant le chantier. Et après, on n'organise pas de visite, mais comme on est beaucoup sollicité, soit on répond oui, soit on répond non. On essaie au maximum de répondre oui, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une maison qui attire beaucoup de curiosité. C'est la deuxième maison qui a été construite par Archibiothecture en France. Il y en a plein qui sont... Elle est où la deuxième? La première, elle est à Gers,
en Normandie. D'accord. Elle a été construite en 2007. C'est des Belges maintenant qui habitent là-bas. On les avait contactés justement pour leur dire alors ça marche, t'as pas trop froid, tu trouves ça bien parce qu'en plus elle a 10 ans, tu vois. Donc les technologies évoluent beaucoup. Donc voilà. Donc si tu veux, et nous on a fait le premier chantier école de Earthship en Europe. Donc ça a été un vrai big deal. Et je dis pas ça avec forfanterie, mais pour comprendre que du coup ça a engendré une attraction médiatique qui a réveillé une curiosité, des envies, et donc du coup on est très sollicité. Donc on essaie de mutualiser au maximum les visites, mais oui, je te dis, on est sollicité quasiment une fois tous les 2 jours, soit par un étudiant d'architecture, soit par quelqu'un qui est fasciné par le vivre autrement, soit par quelqu'un qui est fasciné par le fait d'avoir une serre dans la maison. Enfin, il y a plein de... Mais oui, on est ouvert à ça. Pour l'instant, on a mis en pause parce qu'on a beaucoup reçu. Et que du coup on veut faire ça bien, donc c'est du temps, c'est assez lourd à chaque fois, mais voilà, il y a une page Facebook où on sollicite, et voilà. Mais l'idée aussi au maximum, ça va être d'ouvrir la maison et de ne pas en faire uniquement un espace de vie, mais de l'ouvrir soit des assos, soit des séminaires. Nous on a une agence, donc évidemment on veut profiter de ça avec Dixit aussi pour organiser des séminaires avec des clients, des prospects, voilà, pour essayer de comprendre aussi, et de l'ouvrir à, je sais pas moi, si Greenpeace France veut faire un événement, si une fondation, si voilà, et nous c'est ce qu'on veut aussi, en servir un peu de maison témoin, d'espace témoin d'un c'est possible, d'un nouveau mode de vie. Exactement. Et alors du coup ce podcast s'appelle Vlan. Ouais. Donc j'aimerais savoir à quoi tu voudrais claquer la porte. À quoi ou à qui tu voudrais claquer la porte aujourd'hui? C'est une bonne question, ça. T'aurais dû me prévenir. Au mais. Toujours mais qui vient après le oui. D'accord. Parce qu'en fait, je suis le premier encore à en faire. Mais c'est oui, mais je trouve que déjà, ça sclérose notre créativité, ça sclérose nos vies en général. Et ça nous empêche de franchir le pas nécessaire dans une concrétisation quotidienne d'une transition écologique. C'est pas le tout d'auditer, de savoir ce qu'il faut faire. Il y a encore trop de mais qui nous bloquent au quotidien pour franchir les pas qui sont nécessaires. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup à toi, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.